Crise sanitaire et accélération des changements technologiques. Donc, ce que j'observe, c'est que depuis environ 2 ans, les sociétés en Occident sont confrontées à des nombreux changements technologiques et j'ai l'impression que la crise a été, en fait, entre autres, un prétexte pour amener, entre autres, une informatisation de plus en plus rapide de la société et des différents aspects de la vie. Depuis la crise liée au virus, il y a eu une augmentation de la quantité des gens qui font du télétravail, qui travaillent à distance. Ensuite, la même chose pour la formation à distance, les achats en ligne. Donc, il y a des changements comme ça qui se sont opérés. Et c'est sûr que l'optique des changements, c'est entre autres d'éviter la contamination par rapport au virus. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a cherché ici au Québec, entre autres, à imposer le télétravail là, à la plus de monde possible là, par rapport aux différentes entreprises pour éviter les contacts avec les gens. Et ça amène une informatisation rapide de la société, donc des changements technologiques dans le rapport à l'éducation, au travail, à la consommation, avec les achats en ligne qui ont beaucoup augmenté aussi en à peine quelques mois. Et aussi, il y a eu l'apparition de plus en plus des caisses libre-service dans des commerces au Québec. Et puis, il y a des grandes chaînes, si on pense entre autres à celle de IGA, qui a des commerces un peu partout. Ensuite, Walmart et également Super C qui ont intégré des caisses libre-service au sein de leurs entreprises. Et récemment, j'ai été chez Super C. Donc, c'est un supermarché. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent en Europe qui se demandent c'est quoi Super C, c'est un supermarché qui vend différents produits alimentaires. Et bon, j'ai été là comme d'habitude. Et puis, depuis un certain temps, il y a des caisses libre-service qui sont là, mais il y a habituellement la possibilité, au moins, de pouvoir faire affaire avec un caissier en personne pour payer les produits. Donc, ce qui est arrivé au moment où j'y étais, eh bien, le caissier n'était pas là. Et puis, j'avais le choix, soit d'aller payer avec une caisse libre-service ou d'attendre le retour potentiel du caissier qui était incertain. Et puis, c'est sûr qu'habituellement, je préfère faire affaire avec un être humain là pour régler des achats dans un commerce, quitte à attendre quelques instants supplémentaires. Parce que des fois, il y a un peu plus de gens qui vont faire la file devant une caisse avec un caissier plutôt que devant une caisse libre-service. Mais cette fois-ci, c'était pas possible. Et puis, j'ai été utiliser la caisse libre-service. Et j'ai réglé comme ça mes achats. Et cet incident, qui peut paraître banal, m'a ramené à la réalité que, éventuellement, les caissiers sont appelés à disparaître dans les commerces. Donc, la tendance va vers ça. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure que des caisses libre-service sont implantées dans les commerces, bien, à un moment donné, parce que j'imagine qu'ils laissaient au moins un caissier en personne, comme ils font depuis plusieurs semaines, au cas où des personnes âgées ou des gens qui n'ont pas grandi avec la technologie ou qui payent avec de l'argent comptant. Parce que la caisse libre-service, eh bien, il faut utiliser la carte de crédit ou la carte de débit. Bon, c'est sûr que dans la section où il y a des caisses libre-service, il va y avoir un employé qui est là, qui va s'occuper là, de plusieurs caisses et de surveiller les gens qui scannent eux-mêmes les produits, de répondre aux questions. C'est la même chose chez Walmart. Mais ce qui arrive derrière ça, c'est que quand que j'observe ce changement technologique, c'est sûr qu'on peut dire, eh bien,
en utilisant de plus en plus des caisses libre-service, on évite la propagation du virus. Parce que là, on dit que présentement, on est dans la 6e vague. Sans doute, après, il y aura la 7e, et ainsi de suite. Donc, parce qu'un virus, ça mute tout le temps. Donc, c'est sûr qu'on peut essayer présentement de justifier le fait que des entreprises prennent ce tournant en automatisant amenant les gens à scanner eux-mêmes leurs produits à des caisses libre-service en disant c'est pour éviter la propagation du virus et aussi qu'il y ait des vagues d'explosion au sein des employés de gens qui travaillent auprès de la clientèle. Donc, pour éviter qu'il y ait la transmission d'un client à une caissière, puis là, la caissière peut transmettre aux autres clients qui vont se présenter par la suite, et ainsi de suite. Donc, en utilisant des caisses automatisées, on va éviter cela. Donc, de transmettre le virus dans des entreprises où les gens sont exposés à la clientèle. C'est sûr que ça peut avoir ça comme fonction. C'est sûr qu'il y a aussi la question des économies. Si au lieu d'avoir 6 caissières, eh bien, il y a seulement une personne à la place qui surveille des caisses automatisées, ça représente une économie majeure en termes de salaire pour une entreprise. Et puis, en même temps, quand on regarde le changement technologique, c'est sûr qu'on peut justifier en disant aussi qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec par rapport au contexte plus local où on voit cette apparition. Donc, il y a plusieurs facteurs qui amènent ça. Mais la question de la menace du virus a amené quand même son lot de changements. Et ce que je vois derrière ça, c'est une société où l'automatisation est de plus en plus rapide. Puis c'est sûr que le virus contribue à donner des arguments à ceux qui veulent l'implanter. Donc, c'est sûr que c'est une grande entreprise. Par exemple, si on pense, je regardais dans un article... il y a une entreprise Tesla qui fait des processus de fabrication presque automatisés pour un véhicule automobile à Berlin. Elle s'appelle la Gigafactory. C'est sûr que si l'essentiel des opérations liées à la fabrication d'un véhicule automobile sont faites par des robots, donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y aura pas de problème de contamination ou de vague d'éclosion de cas par rapport à une grande quantité d'employés nombreuses qui seraient sur une chaîne de production industrielle. Donc, ça permet d'éviter ça. Donc, des grandes entreprises, si on pense à Amazon, avec les nombreux robots mobiles qu'ils vont avoir dans leur immense entrepôt pour transporter la marchandise à acheminer, c'est sûr que ces robots-là tomberont pas malades par rapport au virus qui peut être propagé par les airs. Par contre, ils peuvent attraper des virus informatiques, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je vois présentement, la tendance était déjà là avant la crise sanitaire, c'est qu'il y a une augmentation de tout ce qui est l'automatisation, robotisation et numérisation de la société qui s'opère. Et puis, on se dirige vers une société avec des robots. D'ailleurs, Elon Musk, avec son projet de développer des Tesla Bots, qui sont des humanoïdes, il travaille dessus. C'est sûr que Elon Musk, il y a des projets très grands par rapport à l'humanité, comme de développer une base sur Mars. Et c'est sûr que ce qui pourrait être fait, c'est que dans un premier temps, soit envoyé à partir de la compagnie SpaceX de Tesla, des fusées comportant des robots, des Tesla Bots, qui, eux autres, auraient pour fonction de tout établir l'infrastructure qui serait habitable par la suite par des êtres humains sur la planète Mars. Donc, de mettre en place des bâtiments. Et c'est sûr que les Tesla Bots, ils n'ont pas besoin de respirer de l'oxygène. Ils peuvent faire face à un environnement hostile beaucoup plus grand que nous. Donc, eux autres, il y aurait le travail de mettre en place les infrastructures d'une station habitable. Et une fois que la station serait mise en place, des êtres humains partiraient en fusée de la Terre pour aller
sur Mars y vivre, avec les Tesla Boat qui, eux autres, feraient les tâches plus difficiles par rapport à des êtres humains. Et puis, simultanément, bien, c'est sûr qu'aux États-Unis, la DARPA cherche à développer des robots sur le plan militaire. Donc, éventuellement, les guerres du futur, eh bien, il y aura sans doute des robots sur le terrain pour effectuer des missions qui peuvent mettre la vie d'êtres humains en danger, comme par exemple de déminer un lieu. Bon, ben, s'il y a un robot qui est utilisé et il marche sur une mine, bien, le robot, c'est pas comme un être humain qui perd sa jambe. Le robot, il va peut-être perdre une pièce, une composante de son pied électronique, mais ça peut être remplacé. Donc, pour ce qui est des missions plus périlleuses ou qui pourraient mettre la vie d'êtres humains en danger, bien, des robots vont être utilisés. Donc, autrefois, il y avait des gens qui étaient envoyés au front espionner l'ennemi, mais la personne qui agissait ainsi, bien, elle pouvait être fusillée par l'ennemi si elle était repérée. Et comme elle était seule, bien, c'était plus difficile pour elle de se défendre. Alors que là, si on envoie des drones pour surveiller les positions ennemies, ou on les surveille tout simplement par satellite, à ce moment-là, il n'y a pas la vie d'être humain directement mis en danger là, par rapport à ça. Et la tendance que je vois, en fait, c'est que c'était déjà présent avant que la crise sanitaire, mais là, la crise contribue à accélérer ça. C'est l'informatisation globale de la société. Et c'est sûr que présentement, bien, la crise donne comme argument pour amener un mode de vie qui est de plus en plus centré sur la technologie, entre autres l'utilisation des réseaux sociaux, le fait que la menace d'un virus qui plane depuis environ 2 ans. Donc, depuis environ 2 ans, ce que j'observe dans ma vie, puis vous pouvez faire vos observations aussi, c'est les changements que ça l'a amené, dans le sens que moi, par exemple, je suis une personne qui aime suivre des cours d'anglais. Au début de la crise, eh bien, en fait, avant qu'elle se déroule, je préfère, si on m'aurait posé la question, préfères-tu suivre des cours d'anglais en personne ou en ligne sur le web? J'aurais répondu, je préfère en personne, là. J'étais plutôt fermé à la technologie, puis à cause de la crise, j'avais le choix soit de faire des cours en ligne ou pas d'en avoir. Donc, j'ai préféré en faire en ligne. Et avec le temps, ben, je me suis habitué. C'est sûr qu'il y a des économies par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui fait un cours sur Internet, des économies de transport, la personne n'a pas besoin de se déplacer au lieu où se donne le cours, que ce soit en personne ou avec une automobile ou en autobus ou à pied. Donc, des économies d'énergie, c'est sûr. Par contre, quand on observe qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ce qui implique de l'électronique, eh bien, c'est la traçabilité de qu'est-ce qui se passe. Donc, d'un côté, c'est intéressant parce que ça permet de sauver des déplacements, mais tout ce qui passe par l'ordinateur, et ça, c'est intéressant de l'avoir en tête, tout ce qui est diffusé sur le web, sur le plan audio et également visuel, peut être sauvegardé, peut être enregistré. Et toute personne qui fait quelque chose sur l'Internet, que ce soit qu'un ordinateur ou un téléphone intelligent qui est connecté, peut être surveillé à distance. Et c'est sûr que le revers de l'intégration rapide de technologies, que ce soit la formation à distance, ensuite le travail à distance, les échanges en ligne, ça amène la possibilité d'une plus grande surveillance des comportements des citoyens. Et c'est vers ce virage-là qu'on se dirige de plus en plus. C'est sûr que tout dépendant comment sont utilisées les données, bien c'est ça qui va déterminer qu'est-ce qu'il va en avenir de ça. Est-ce que toutes les informations qu'on peut accumuler sur les gens vont servir à mettre en place en Occident une forme de crédit social à la chinoise où tous les comportements des consommateurs et également les comportements sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qui est fait, là, que ce soit sur Facebook, que ce soit aussi sur des sites de diffusion comme YouTube et autres, c'est surveillable à distance.
Donc, est-ce que les gens, une cote, un peu comme une cote de crédit, va être attribuée à la personne selon les propos qu'elle va tenir sur Facebook ou YouTube? C'est une question à se poser. Il y a beaucoup de dérives possibles en lien avec l'intégration des nouvelles technologies, mais je veux attirer votre point plus particulier sur le mode de vie qui se développe, ce que j'appelle la nouvelle normalité 2.0 qui s'installe depuis le début de la crise liée au virus, c'est-à-dire les rencontres, au lieu que ça se fasse en personne, c'est de plus en plus sur Internet les échanges. Parce que depuis le début de la crise, eh bien, il y a des consignes gouvernementales pour éviter les réunions dans le temps des fêtes. Si on pense au jour de l'an, pour le premier jour de l'année 2022 au Québec, donc les festivités, le gouvernement québécois nous a demandé de rester chez nous. Donc les gens, à la place, des fois, vont aller faire des communications avec le logiciel Teams ou Zoom. Il y en a différentes interfaces qui sont facilement accessibles, où les gens vont discuter entre eux pour éviter les contacts en personne. Et c'est sûr que c'est particulier, parce qu'au mois de janvier, on demandait à la population québécoise d'éviter les rassemblements pour célébrer le Nouvel An, entre autres, à cause qu'on disait qu'il y avait une augmentation de cas. Et à quelques kilomètres plus loin, en fait plusieurs kilomètres pour être honnête, dans le pays voisin du nôtre, le Canada, aux États-Unis, eh bien au début du mois de février, donc quelques semaines plus tard, le Super Bowl, qui est un événement mondial qui va amener plusieurs milliers de personnes, en fait près de 70 000 personnes à être rassemblées ensemble dans un stade extérieur, a eu lieu par rapport à un match de football américain. Donc, d'un côté, au Québec, non, vous ne pouvez pas vous rassembler. Puis aux États-Unis, au-dessus de 70 000 personnes peuvent se rassembler, alors que eux aussi sont censés être confrontés à une crise sanitaire. On voit que c'est pas pareil, hein? La façon qu'a été gérées les choses au Québec et aux États-Unis, là. C'est sûr que de voir un stade rempli de 70 000 personnes, quand on se fait dire qu'il faut éviter les déplacements, les rencontres avec les gens en personne, faire du télétravail, ça crée comme un choc cognitif. Il y a une trop grande dissonance entre une foule réunie et les gens qui ont dit « Non, faut pas que tu rencontres de tes proches ». Et ce mode de vie qui s'installe, où les gens sont isolés chez eux ça devient comme normal que les gens se réunissent plus pour célébrer des fêtes comme Pâques, la fête des mères, la fête des pères, le Nouvel An, Noël, etc. Parce que pour implanter une nouvelle habitude, un nouveau mode de vie, ça prend une certaine période de temps. Donc, en 2 ans, on a fait le cycle complet au moins 2 fois des différentes fêtes comme Noël, Jour de l'An. Et là, ça fait, par exemple, à peu près 2 ans que les gens sont invités à ne pas faire de rassemblement là, pour le Jour de l'An, entre autres. Et cette mentalité-là, à mesure qu'elle s'installe, il y a peut-être des gens qui étaient en désaccord avec ça et qui vont finir par s'habituer à ça. Et à un point tel que lorsque les gens peuvent se rassembler de nouveau, comme là, au moment où je vous parle, on est à quelques jours avant la fête des mères, c'est possible que des gens n'aient plus le réflexe de dire « Ah, on va célébrer en famille la fête des mères » à cause des multiples confinements qui ont eu cours dans les derniers mois et l'injonction qui a été faite dans l'esprit des gens de rester chez eux. Donc, le réflexe, au lieu de dire « On va aller manger ensemble à un restaurant », ça va peut-être être plus « On va discuter ensemble là, sur Zoom ou sur Teams pour cette occasion ». Donc, on cherche à changer les comportements, puis il y a sans doute une partie de la clientèle qui se sont mis à faire des achats en ligne au lieu d'en personne pour éviter d'être exposés au virus, qui vont continuer à faire des achats en ligne. Et si je pense à mes propres comportements, les gens qui, si vous m'écoutez, ben vous pouvez jeter un regard aussi sur les comportements de consommation que vous avez. Ben dans mon cas,
finalement, par rapport à faire un cours d'anglais en ligne avec un professeur à distance que je vois là, sur l'écran de mon ordinateur, puis les collègues aussi, les membres du groupe aussi à l'écran. Si on me pose la question entre faire le cours en ligne où j'ai pas à me déplacer et je le fais de chez moi versus le faire en personne, dans ce cas précis, je vais préférer faire ça en ligne. Donc, la crise m'a amené un changement durable de mes habitudes par rapport au cours d'anglais. Pour ce qui est des rencontres à personne pour les fêtes, comme par exemple la fête de Noël, de Pâques, et ainsi de suite, là, je vais préférer un retour en personne. Tu sais, ça dépend quoi. Mais tout ça pour vous dire que derrière les changements technologiques qui s'accélèrent, c'est une nouvelle société. C'est une société qui n'est pas très jovialiste, dans le sens du contact chaleureux entre les êtres humains, où les gens vont se voir en personne, vont se faire des accolades. Donc, c'est une société qui se dessine en lien avec les confinements répétés, où chaque personne vit d'une manière isolée chez elle, devant l'ordinateur. Et si la personne vit seule puis isolée des autres parce qu'elle a peur d'un virus, bon, premièrement, c'est pas en contact avec d'autres personnes, puis il n'y a pas de toucher. Donc, c'est la disparition du toucher entre les êtres humains aussi. La poignée de main qui était faite traditionnellement par rapport à des gens qui se rencontrent, ou l'accolade, à cause de la pandémie, on dit aux gens de ne pas faire ça, rester à 2 mètres. Donc, c'est une société de l'évitement du contact corporel qui est en train de s'installer. Et si la personne ne bénéficie pas d'une dose régulière de contact corporel, eh bien, ça se peut que la personne produise davantage l'hormone du cortisol lié au stress. Parce que c'est entre autres le contact corporel que peut avoir, par exemple, la mère avec un enfant ou 2 amoureux ensemble qui va amener la sécrétion de l'hormone de l'ocytocine, de l'attachement, qui va amener un état de bien-être. Donc, ça se peut qu'on assiste à la naissance d'une société où les êtres humains, un petit peu comme des plantes desséchées qui manquent de l'eau, vont vivre dans un état plus de peur, avec la sécrétion du cortisol qui va être plus grande, et des gens vont vivre seuls, stressés. Moi, c'est sûr que j'ai un animal de compagnie, donc chez moi, qui me permet là, de bénéficier d'un contact corporel. Ou sinon, ben j'ai ma compagne que je vois aussi. Mais il y a comme une mentalité, ce que je vois derrière le comportement qui est visé, c'est-à-dire d'amener les gens seuls puis de transiger au maximum avec les technologies. Ben, c'est une mentalité où les gens sont de plus en plus sous l'influence de la technologie qui va prendre des informations sur tout leur comportement. Parce que si je rencontre une personne en personne et je parle avec elle et que j'ai pas de téléphone intelligent ni l'autre personne aussi, eh bien, la conversation n'est pas enregistrée, n'est pas surveillée. Par contre, c'est sûr que s'il y a un voisin de table qui a un téléphone intelligent, et ce qu'il faut réaliser, c'est que le téléphone intelligent, ben, il peut être déclenché à distance si certains mots sont utilisés. Eh bien, la conversation peut être entendue. Même chose si le restaurant a des caméras de surveillance. Et l'une des particularités des téléphones intelligents avec un assistant vocal, c'est que le téléphone, ce qu'il faut que les gens réalisent, c'est qu'il écoute tel un mouchard, un espion de service, toutes les conversations qui se tiennent 24 heures sur 24. Et l'une des preuves que je peux vous donner, alors qu'il est en fonction, et l'une des preuves que je peux vous donner par rapport à ça, c'est la reconnaissance de certains mots. Comme par exemple, si la personne dit « OK Google », la personne, le téléphone va détecter que la personne veut s'adresser à la machine pour passer une commande. Donc ça, c'est un exemple d'application vocale. Mais si le téléphone est ouvert, eh bien, la personne a dit des mots, puis le téléphone peut les enregistrer, peut détecter les mots. Et c'est une particularité des technologies qui sont mises en place. Et là, il faut être lucide par rapport aux différentes technologies.
on nous oriente présentement vers des technologies qui permettent un contrôle accru sur les individus en lien avec l'informatique, le numérique. C'est sûr que ces technologies-là peuvent amener une société de la surveillance individuelle un peu à l'image de Big Brother. Et c'est sûr que par rapport j'allais dire au film, mais en réalité, ça provient d'un roman de George Orwell, là, Big Brother. Ça me faisait penser, dans Big Brother, il était question que les gens, il y avait tout un écran chez eux. Nous autres, on a toutes des télévisions et on présentait les informations dessus avec de la propagande. Et il y avait un ennemi que les gens étaient appelés à haïr. Et pendant que l'attention était centrée sur l'ennemi, sur leurs écrans, eh bien, l'attention des gens n'était pas par rapport à la menace réelle à leurs droits et libertés qui étaient bafoués par rapport à la technologie de contrôle de cette société dystopique. Donc, autrement dit, on attire les gens sur une menace, mais pendant ce temps-là, la menace réelle qui viole leurs droits et libertés est pas mis en lumière. Ça se fait d'une manière insidieuse. Pendant que nous sommes occupés à parler de la menace du virus ou de la menace liée à une possible guerre qui pourrait prendre de l'ampleur là, en Europe de l'Est à l'égard du conflit entre l'Ukraine et également la Russie. Il y a d'autres menaces, entre autres le cyberterrorisme, le cyberattaque et l'implantation aussi massive d'une société que le crédit social et d'une numérisation rapide au profit de certains propriétaires de multinationales et aussi d'un agenda internationaliste et technocratique qui vise à faire de chaque être humain un individu qui va être lié à une identité numérique pour qu'il y ait une traçabilité totale de chaque comportement des individus qui vont tous passer de plus en plus par le numérique pour éviter l'exposition au virus, comme arrêter d'utiliser de l'argent comptant au cas où que l'argent papier soit contaminé avec le virus et faire de plus en plus donc des achats en ligne et ainsi de suite. Donc, tous ces comportements-là vers lesquels on est orienté au nom de la menace du virus. Donc, les médias nous disent qu'il y a un problème, il y a la contamination d'un virus. Ensuite, les médias nous présentent comme solution faire du télétravail, formation à distance, pour ensuite en venir à un point, après qu'on ait créé le consentement social pour adopter de plus en plus de technologies dans notre vie de tous les jours, accepter que finalement, ça devient comme normal que chaque personne soit surveillée. Donc, de légitimer ça et d'utiliser des menaces. Comme aux États-Unis, c'est le Patriotic Act. Donc, depuis l'année 2001, où il y a eu les attentats du 11 septembre, eh bien, il y a eu un acte qui a été mis en place pour contrer d'autres menaces terroristes. Donc, étant donné qu'on dit que ça a été un attentat terroriste très grave qui a eu cours à New York le 11 septembre 2001, par la suite, la réaction, ça a été des gens, on a peur de la menace terroriste et la solution qu'a présentée le gouvernement américain, qui habituellement est plus à droite et qui va éviter l'intervention, des mesures d'intervention là, plus de gauche ou social-démocrate, ça a été d'amener le Patriotic Act où chaque citoyen peut être surveillé au cas où il pourrait représenter une menace terroriste. Et les gens aussi à l'international peuvent être surveillés sur le plan informatique au cas où ils pouvaient représenter une menace terroriste. Donc, utiliser la menace terroriste pour légitimer la surveillance des citoyens. Et c'est sûr que l'implantation des nouvelles technologies rime avec disparition, voire abolition du concept de vie privée. Parce que si on a des appareils un peu partout, comme chez soi, comme par exemple, il y a l'assistant là, Google ou autre, donc des assistants vocaux qu'on met un peu partout, ou le téléphone intelligent, ou un assistant vocal en voiture, tous ces éléments-là font en sorte que l'être humain est continuellement surveillé potentiellement par de la technologie
Et comme on dit qu'une menace terroriste, eh bien, à ce moment-là, ben, ça justifie que les autorités humaines, les autorités gouvernementales, ça les légitimise dans surveiller les citoyens. Et tout ça est fait de façon à amener une adhésion du public à ces technologies-là. Donc, les technologies de surveillance et des technologies de contrôle, eh bien, c'est bien légitime par rapport à la menace du terrorisme. Et si, par exemple, il y a une guerre dans le cyberespace qui impliquerait certains pays, donc est-ce que, par exemple, la Russie pourrait effectuer des cyberattaques à des pays qui vont soutenir l'Ukraine? Donc, c'est une possibilité. Et si ça peut arriver, eh bien, ça légitimise à ce moment-là qu'il y ait une plus grande surveillance du cyberespace. D'ailleurs, au Québec, ça me fait penser à la mise en place du ministère de la cybersécurité avec Éric Kerr qui va s'occuper d'en diriger. Pourquoi qu'on parle de ministère de la cybersécurité? Ben, ça fait des années qu'on amène les gens vers le cyberespace. Je me souviens, il y a quelques années, on disait, ben, faites des transactions financières via le web plutôt que de faire affaire avec une caissière en personne d'une banque ou d'une caisse parce que ça va coûter moins de frais. Et on oriente les gens en disant, ben, vous allez faire des économies en passant par le web. Et on est orienté depuis le début de la crise à aller de plus en plus sur le web. Et à ce moment-là, ben, ça légitimise qu'il y ait de la cybersécurité de plus en plus grande, puis une plus grande surveillance des citoyens. Et le fait qu'il y ait parfois des cyberattaques, ben, ça vient justifier la pertinence que de telles mesures soient reconduites dans le temps. Donc, le fait qu'il y ait des menaces d'attentats terroristes, une fois de temps en temps, ben, ça légitimise le gouvernement américain, entre autres, de surveiller les gens un peu partout à l'international, et ainsi de suite. Donc, c'est une roue, c'est une dynamique. Ce que je veux vous amener à travers cet enregistrement, c'est amener à réaliser que notre mode de vie est en train de changer rapidement depuis environ 2 ans. Donc, une accélération de l'intégration de la technologie. Et de voir aussi que derrière ça, on nous amène à avoir certains comportements plutôt que d'autres. La société humaine est orientée par rapport à certaines forces et l'une d'entre elles, je vais l'appeler comme étant les technocrates internationalistes, c'est-à-dire que partout dans le monde, au niveau international, chaque personne a une identité numérique, puis en lien avec ça, ben, c'est un agenda technologique où, entre autres, l'instance de la famille comme étant l'élément fondamental de la vie de l'individu est remplacé par le rapport qu'il y a avec la technologie. C'est-à-dire le rapport en interface avec le système informatique. Donc, l'individu est appelé à être en relation avec des algorithmes en réseau qui vont dicter ses comportements. Comme par exemple, la personne est en contact avec un réseau qui va lui dire, ben là, tu vas prendre telle rue plutôt que telle rue pour éviter la circulation. Donc, un peu comme les autos automatisées qu'on cherche à mettre sur le marché, qui vont être en relation avec un réseau informatique qui va faire en sorte que, bon, pour éviter le trafic, ben, telle auto automatisée, on va lui dire de passer plutôt par telle route plutôt qu'une autre, pour éviter de créer des embouteillages. Et les êtres humains sont appelés un petit peu comme étant les fourmis sous l'égide d'une structure qui est très vaste, avoir des comportements par rapport à ça. Et la famille est en train de s'effriter en termes de valeurs présentement. Bon, mais les réunions familiales, que ce soit pour célébrer Pâques, la fête des mères, ben, c'est en voie d'extinction. Puis l'élément fondamental dans la vie de l'individu avec lequel il passe de plus en plus de temps. Et c'est le constat que je fais aussi dans ma vie. Hein. Je passe plus de temps devant l'ordinateur que devant des êtres humains depuis environ 2 ans qu'autrefois. Et j'ai l'impression que c'est une tendance qui est lourde et qui va s'accentuer encore dans les prochains mois et prochaines années parce qu'on parle d'autres vagues là, liées au virus. Donc, c'est tout simplement le but de l'enregistrement d'aujourd'hui, c'était d'amener un regard sur les modifications technologiques qu'on connaît et la disparition, par exemple, des caissières là,
que j'entrevois s'opérer de plus en plus là, dans les prochaines années là, par rapport au commerce pour être remplacé par des machines libre-service. Et tout ça est né, ce propos, suite au fait que j'ai été faire mon épicerie, puis il n'y avait pas de caissière en personne. Et on se dirige vers ça. Après avoir fait l'enregistrement crise sanitaire et accélération de changements technologiques, il y a quelques jours, je l'ai réécouté dans l'optique de voir si j'avais lieu de faire ou non un montage. Puis par la suite, alors que je le réécoutais, bien ça m'a parlé intérieurement. Donc, lorsque j'ai fait l'enregistrement, je l'ai réalisé à partir de mon ego qui voulait commenter la situation présente, suite à un événement que j'ai connu là, sur le plan physique, en allant faire mon épicerie. Et là, quand que je réécoutais mon enregistrement, ça me parlait intérieurement. Autrement dit, il y a une dimension en moi-même que je vais appeler l'esprit, qui va observer certaines choses, certains phénomènes, et je reçois des informations. Donc, ce que certains vont appeler la petite voix intérieure. Bien, première des choses par rapport au changement technologique, eh bien, c'est un constat que ça s'accélère présentement en lien avec la crise sanitaire qui agit comme catalyseur, mais c'est une tendance qui était déjà là. Et par rapport aux technologies qu'on intègre, eh bien, il ne faut pas avoir peur des technologies en tant que telles. C'est sûr que les technologies peuvent servir à contrôler des individus, à amener une partie de l'humanité à vivre sous une forme d'esclavage, c'est-à-dire de se soumettre à une morale par rapport aux propriétaires des technologies, avec un peu comme le crédit social en Chine. Si tu agis en fonction d'un agenda collectif, tu gagnes des points. Sinon, ben, t'en perds. Donc, une espèce de conditionnement social où l'individu qui agit en fonction de ça gagne des points, puis est constamment surveillé par des caméras. Toute la traçabilité de ses transactions financières est là pour voir s'il agit en fonction du bien ou du mal. Selon, bien entendu, ceux qui mettent en place les technologies. Et là, la question se pose, est-ce que ces gens-là sont conscients ou non? Et si ces gens-là ne sont pas pleinement conscients, mais qui sont entachés d'un esprit de domination, qui cherchent à imposer des choses aux autres, eh bien, à ce moment-là, ça peut amener des dérapages importants. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que par rapport aux nouvelles technologies, les technologies ne sont pas un problème en soi. C'est un petit peu comme, par exemple, un couteau. On peut utiliser le couteau pour mettre de la margarine sur une tranche de pain, mais le couteau peut être utilisé également pour tuer une autre personne. Donc, le couteau n'est pas un problème en soi. Même chose pour le téléphone intelligent. Téléphone intelligent avec reconnaissance vocale, ça peut être extrêmement utile. Si la personne est paraplégique et n'est pas capable d'utiliser ses mains pour avoir accès à de l'information en écrivant sur un clavier pour aller des commandes pour aller chercher de l'information. Si elle a la commande vocale, puis la personne est capable de parler alors qu'elle n'est pas capable de bouger les bras, ben à ce moment-là, c'est une grande utilité. Ça sert à compenser une défaillance des mains. Donc, ce que ça me dit intérieurement, c'est que par rapport à la technologie, faites attention dans vos propos pour pas créer la peur liée à la technologie. Donc, c'est pas bon ou mauvais en soi, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Et ce que ça me dit aussi, c'est que la technologie peut servir de palliatif par rapport à des défaillances, un peu comme des prothèses, pour compenser certaines difficultés. Donc, la personne qui ne peut pas utiliser les mains, qu'elle a accès à une technologie avec commande vocale, ça peut servir de compensation. Donc, et ce qu'il faut dire aussi, c'est intéressant, c'est qu'il ne faut pas que la technologie fasse obstacle au déploiement des capacités psychiques. Donc, il ne faut pas que ça rende l'être humain paresseux. Il faut que l'être humain qui a certaines capacités au niveau de communication à distance avec l'autre personne via la pensée soit capable de l'utiliser au lieu d'utiliser constamment le téléphone en tant que prothèse. Si la personne a utilisé des capacités autres. Donc, il ne faut pas que les technologies nous rendent paresseux.
dans le sens que elle nous empêche de faire ce qu'on a à faire pour des raisons d'ego, d'orgueil. Par contre, il ne faut pas non plus que les technologies soient mis de côté sous prétexte qu'elles peuvent déboucher sur une situation de contrôle social, voire de dictature mondiale et d'espionnage devenu majoritaire là, des citoyens là, un peu partout, puis que tout le monde surveille tout le monde 24 heures sur 24 via d'observer les épiers, qu'est-ce qu'ils font sur leur ordinateur, leur téléphone intelligent, leur tablette électronique, ensuite qu'est-ce qu'ils vont faire sur le web, puis espier leur conversation. En fait, par rapport aux nouvelles technologies, il y a beaucoup d'enjeux éthiques présents. Et dans le fond, ce que ça me dit intérieurement, c'est que les gens, à mesure qu'ils vont se conscientiser, qu'ils vont adopter des comportements éthiques dans leur relation avec les nouvelles technologies. Donc, c'est ça qui va arriver. Et puis, ce que ça me dit, c'est pas parce que il y a des gens qui vont utiliser de la technologie pour permettre à une dictature dans un pays de reposer, par exemple, le crédit social pour assujettir les citoyens à une morale d'État, comme on peut le voir dans certaines parties de la Chine, que ça va être nécessairement le cas pour les autres pays. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que d'un côté, il y a des forces qui poussent pour le déploiement des technologies et qui ont des intentions variées. Il y en a qui peuvent vouer à ce que les technologies se développent de plus en plus grandement à la surface de la Terre et soient de plus en plus accessibles pour des raisons de palliatifs à des limitations au niveau physique. Pour faire des économies aussi, hein, quelqu'un qui peut faire une formation à distance. Donc, il y a plusieurs motifs, mais c'est pas nécessairement des motifs qui sont nécessairement machiavéliques, démoniaques ou sataniques nécessairement. Bien entendu, il y a des forces anti-hommes qui veulent amener l'aliénation de l'homme à travers l'utilisation de la technologie. Mais c'est pas toutes les forces qui sont derrière le déploiement d'idées dans le mental d'individus qui mettent en place des technologies qui vont en ce sens. Bien qu'une grande quantité d'êtres humains sont orgueilleux, que leur ego est opacifié et qui sont déconnectés en partie ou en grande partie de leur esprit. Ce qui fait en sorte que leur agissement en relation avec la nouvelle technologie n'est pas nécessairement totalement ajusté. Et il y a plein de cercles vicieux en lien avec la technologie, dans le sens que l'individu qui est insécure, qui a peur, peut chercher à utiliser la technologie pour se sécuriser et dominer les gens de son environnement ou ne serait-ce que les observer. Mais en agissant ici, eh bien, il va utiliser la technologie dans un esprit d'orgueil. Et c'est sûr que là, ça peut amener des dérapages là, sur le plan éthique. Si je regarde les choses par rapport à mon esprit, ce que ça me dit, parce que tantôt je parlais des nouvelles technologies en début d'enregistrement qui s'implantaient. Comme par exemple la caisse qu'on peut utiliser par soi-même, hein? La caisse libre-service, il dit n'ayez pas peur de ça, la caisse libre-service ou le fait que les gens de plus en plus font du télétravail, il dit c'est pas un problème en soi. Ils disent par contre, c'est tout simplement le fait que certaines personnes sous influence de forces qui vont à l'encontre de l'humanité vont chercher à surveiller les gens puis les amener à se soumettre et avoir le flic dans la tête pour avoir des comportements exemplaires en fonction d'un agenda qui va à l'encontre de l'esprit. Autrement dit, si, par exemple, dans une partie de la Chine, les gens sont filmés 24 heures sur 24 et qu'on s'attend d'eux qu'ils vont se comporter d'une certaine façon, et si la personne a peur qu'elle est filmée à quelque part, étant donné qu'il y a plein de caméras partout, il y a des caméras aussi miniatures, et que la personne s'abstient de tenir des propos qui permettraient
d'éclairer une autre personne sur la réalité d'une situation. Donc, si la technologie amène une inhibition de certains comportements qui sont ajustés sur le plan vibratoire, donc la peur que la personne soit dénoncée pour avoir tenu des propos qui vont à l'encontre du régime, eh bien, à ce moment-là, l'utilisation de la technologie de surveillance des gens est retardataire parce que ça empêche le déploiement d'une parole qui est porteuse d'une vibration libératrice. Donc, si chaque personne se surveille, s'épie, elle a le flic dans la tête au cas où elle dirait quelque chose qui serait enregistré par un téléphone intelligent avec reconnaissance vocale dans son environnement ou une caméra de surveillance, eh bien, la personne, elle vit dans un esprit de soumission par rapport à la technologie. Donc, la technologie, en tant que telle, elle va continuer à se développer. D'ailleurs, tantôt, j'ai réécouté l'enregistrement puisque ça me disait intérieurement, vous avez encore rien vu. Parce que la technologie va s'accélérer dans le développement dans les prochaines années. C'est une tendance qui est lourde et c'est une tendance aussi où les innovations technologiques sont cumulatives et il y a un potentiel catalyseur dans le sens que plus qu'un ordinateur peut comporter des données, plus que le disque dur est puissant, plus qu'il peut comporter de mémoire qui sont entreposées, et plus qu'à ce moment-là, des algorithmes complexes peuvent être développés, et plus que par la suite, naturellement, bien, en fonction de ça, bien, on va de plus en plus identifier un profil d'utilisateur. Donc, avec les réseaux sociaux qu'il y a présentement, on commence à identifier les comportements des individus. Donc, telle personne, par exemple, avec un téléphone intelligent avec géolocalisation, peut savoir qu'elle a passé d'un point A à un point B pendant sa journée. La personne a fait ci, a fait ça, a fait tel achat en ligne, parce qu'on oriente la personne vers les achats en ligne, donc ce qui amène une traçabilité des achats. Ensuite, traçabilité par rapport à c'est quoi les vidéos qu'elle va visionner sur Internet, pendant combien de temps. On va tenir des statistiques sur elle. Et ainsi de suite. Puis on peut faire une combinaison. C'est-à-dire que si la personne a tendance à acheter un certain type de produit, elle écoute un certain type de vidéo. Donc sur les réseaux sociaux, on va lui proposer, par exemple, des produits qui vont dans le même sens. Mais ce que ça me dit intérieurement, c'est les technologies, c'est comme... dans le fond, quand on regarde la nouveauté, on peut avoir beaucoup de peur par rapport à la technologie, mais qu'avec le temps, on dédramatise la situation dans le sens que, par exemple, lorsque des gens ont vu des avions dans le passé, il y en a qui pouvaient avoir peur d'aller dans l'avion, puis finalement, ben, la personne va dans l'avion, elle fait 1, 2 ou 3 voyages en avion, puis elle devient habituée. Donc, la technologie ainsi que la nouveauté peut inspirer la crainte. Dans certains cas, il y a des craintes qui peuvent être fondées, compte tenu de l'état de conscience faiblement développé des individus qui utilisent les technologies. Naturellement, si une armée de robots tomberait entre les mains de forces terroristes, eh bien, eux autres, ils pourraient en faire des dégâts et des ravages à la surface de la Terre. Présentement, ben, il y a différentes forces, c'est-à-dire qu'il y a des forces qui cherchent à implanter la technologie à des fins capitalistes et il y a d'autres forces un peu plus évoluées qui laissent faire parce qu'ils savent très bien que tôt ou tard, il y aura une réglementation, une régulation de l'utilisation des technologies et que quelque part, les gens se conscientisant n'ont d'autre choix que d'avoir un rapport plus éthique par rapport aux technologies. Au même titre que les gens ont un rapport qui est plus ajusté à l'égard des animaux à l'époque actuelle qu'il y a à peine quelques décennies. Dans le sens que, par exemple, si quelqu'un fait de la maltraitance par rapport à des animaux, la personne peut être dénoncée. Même chose par rapport aux enfants. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, il y a le déploiement d'une technologie. Ensuite, il va y avoir des ajustements éthiques qui vont se faire. Et c'est sûr que par rapport à toutes les formes de technologie qui se développent présentement, ce que l'individu a réalisé, c'est qu'il ne peut pas en être l'esclave. Et
que l'humanisme réel passe par la primauté de l'individu devant soi plutôt que l'appareil et de se soumettre au dictat qui vient de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce que certains appellent aussi l'impression d'intelligence, IA, là, impression d'intelligence dans le sens que l'être humain peut être mystifié par rapport à la complexité d'algorithmes, c'est-à-dire d'équations mathématiques qui donnent l'impression que la machine a une conscience qui l'amène à faire certaines recommandations de choix musicaux ou autres qui sont ajustés à l'individu, mais en réalité, il n'en est rien. C'est tout simplement un enchaînement d'équations mathématiques en relation avec, par exemple, les sites que l'individu visite, le temps qu'il passe dessus, et ainsi de suite. Donc, une combinaison de variables multiples qu'on peut schématiser à travers une équation qui amène la machine à faire des recommandations. Autrement dit, l'ordinateur, à la base, c'est un calculateur. Il fait des additions, des soustractions, mais avec le temps, ça devient de plus en plus complexe que l'individu peut être mystifié par rapport à ça et s'imaginer que la machine est dotée d'un esprit, mais c'est pas le cas. Et des machines qui auraient un comportement 100% autonome, dans le sens que la machine serait dotée d'un esprit et d'une subjectivité comme un être humain, ça n'existe pas, bien que des algorithmes de plus en plus complexes au fil du temps peuvent être développés pour donner l'impression que des machines ont certaines émotions et ainsi instaurer un lien de confiance entre l'utilisateur et la machine, avec certaines intonations vocales, par exemple, qui peut être fait par rapport à la machine qui répond à un être humain. Et c'est sûr qu'on va chercher dans une certaine mesure à amener l'individu qui, par exemple, vit de la solitude, de l'isolement, à être en interface avec la machine. Puis la machine, si elle a une voix réconfortante qui lui inspire de la confiance, ben, l'individu, il risque de passer plus de temps à discuter avec la machine, voire même se sentir compris par elle. Et ainsi, c'est sûr que la compagnie qui possède l'algorithme et le logiciel, la programmation de la machine, si elle vend de la publicité, ben c'est à son avantage. Mais il y a une sophistication de la machine en accéléré qui se fait à l'époque présente, mais en même temps, ça n'empêche pas que des individus qui sont appelés à vivre la fusion avec l'esprit la vivent, avec ou sans support de la machine. Et l'individu qui se conscientise aura à faire un usage éthique de la machine. Donc, l'usage éthique, ça peut être de l'utiliser pour chercher de l'information et se renseigner, tout en ayant un esprit critique, plutôt que d'utiliser la machine pour dominer les autres. D'ailleurs, l'individu qui est conscient, il ne cherchera pas à dominer les autres pour les rendre esclaves. Il va chercher à s'affranchir psychiquement de l'esclavage qui peut être relatif à l'utilisation compulsive d'une machine sous des états d'âme qui la relient à une réalité se rapportant au plan astral. Dans le sens que tant que l'individu est instable sur le plan psychique, son utilisation de la machine ne sera pas totalement ajustée. Et c'est la même chose pour les ingénieurs. Quand même qu'il y ait des doctorats et des formations complexes, tant que l'individu n'est pas totalement ajusté, l'utilisation de la machine n'est pas totalement ajustée. C'est ainsi. Mais lorsque l'individu est de plus en plus ajusté vibratoirement par rapport à l'énergie de l'esprit qui descend en lui, à ce moment-là, le comportement qu'il a en relation avec la machine l'est aussi. Tout est en proportion. Donc, autrement dit, qu'il y ait des algorithmes de plus en plus complexes, si c'est utilisé par des individus ajustés, c'est intéressant. Et ce que ça me dit intérieurement, simultanément, c'est que les machines, ce ne sont, qui apparaissent à l'époque actuelle, des prothèses temporaires pour compenser un manque d'intelligence au niveau vibratoire et une incapacité de l'individu à avoir un niveau d'énergie suffisamment grand pour faire agir la matière en fonction de la volonté. Autrement dit, si la personne serait capable de s'auto-guérir alors qu'elle est paralysée, elle n'aura pas besoin d'une interface cerveau-machine pour entrer en communication avec d'autres personnes sur le plan physique. Elle n'aura pas besoin d'électrodes qui relient la personne à un ordinateur
et qu'à partir des variations de l'activité électrique de son cerveau, qui est détectée par la machine, activer une souris en fonction du code binaire. Et c'est sûr que le développement d'interfaces cerveau-machine avec le temps va être de moins en moins évasif, dans le sens que les gens ne seront pas mettre des électrodes dans le cerveau, ça va être plutôt des électrodes qui vont être sur un casque par rapport au cerveau. Puis éventuellement, ce que je perçois, ça va être tout simplement des capteurs qui peuvent être mis dans une pièce significative où l'individu passe l'essentiel de son temps, par exemple une chambre ou le salon. Et les capteurs vont détecter l'activité des différentes zones du cerveau qui sont activées. Et il y a une zone, si on utilise le code binaire à la base, mais avec le temps, ça va de plus en plus sophistiqué parce que la base qui permet d'utiliser la machine, c'est des 0 puis des 1 par rapport à la façon que sont configurés les ordinateurs à l'époque actuelle. Donc, si la personne a un certain type de pensée, ça équivaut à un 1, disons un oui, puis un non, c'est un 0. Mais juste en disant oui ou non à des différentes questions, ou à gauche, la personne pense d'une certaine façon, ça veut dire déplace la souris à gauche, une autre façon à droite. La machine va être capable de capter l'activité qui mobilise certaines aires cérébrales plutôt que d'autres, puis en fonction de cette détection, la personne va établir une communication avec la machine et avec le temps, les subtilités vont être de plus en plus grandes. La machine va être capable de plus en plus capter les gens avec précision. Et ça va permettre de compenser des défaillances sur le plan physique et ça a d'une grande utilité pour certaines personnes, mais éventuellement, lorsque la personne est fusionnée avec l'esprit dans un lointain futur, elle n'a plus besoin de parler avec la machine pour compenser la défaillance d'un membre et ainsi de suite parce que la personne est en contact avec le réel et elle va être capable de communiquer directement avec d'autres personnes. Autrement dit, au lieu que la personne demande à la machine de composer un numéro de téléphone pour parler avec une autre personne sur le plan physique, elle va, en réalisant qu'elle est déjà branchée sur le plan psychique avec l'autre personne, communiquer, être en relation de communication télépathique avec elle. Mais encore faut-il que l'autre personne ait la capacité d'intercepter psychiquement la nature de la communication qui est émise. Ce qui veut dire que les deux personnes doivent avoir un taux vibratoire qui est quand même assez élevé, car sinon ce type d'échange n'est pas possible. Et c'est sûr que la communication psychique va remplacer la conversation téléphonique. Parce qu'il y a une perte d'énergie. Si on prend la parole puis on la convertit en signaux qui sont émis par la bouche, qui sont transmis à travers un appareil qui peut avoir des défaillances, un téléphone. À un moment donné, le téléphone, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'énergie. Bon, à ce moment-là, la communication n'est pas possible, alors que si la communication passe sans intermédiaire au niveau physique, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de dépense d'énergie sur le plan physique mobilisé par rapport à ça. Et les gens sont coordonnés psychiquement à partir d'un réseau qui fait en sorte que c'est beaucoup plus efficace en termes de gestion d'énergie, beaucoup plus simple aussi. Et la personne n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Donc, ça va être une façon différente, mais la personne ne peut pas dire demain matin je communique par télépathie. C'est sûr que la personne peut vouloir, elle peut chercher à établir un rapport de force avec l'esprit dans l'optique de développer ça, mais si elle n'est pas marquée pour vivre ça présentement, ou si elle n'a pas la capacité d'absorber suffisamment d'énergie et d'avoir des cœurs suffisamment ajustés pour avoir une bonne capacité de réception et d'émission psychique, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ce qui fait en sorte que la personne est mieux d'utiliser un téléphone que de rien faire. Mais c'est temporaire. Ce que ça me dit intérieurement, si je regarde ça sur une longue période de temps, les histoires de technologies, d'algorithmes de plus en plus complexes, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, reconnaissance biométrique avec le pouce, avec différentes empreintes digitales, tout ça, ça se développe présentement. Mais ces technologies-là sont transitionnelles. En ce sens que ce que je perçois, c'est que sur une longue période de temps, dans plus de 2000 ans, disons, on va regarder ça comme étant des vestiges du passé, de compensation.
pour des défaillances par rapport à des individus qui sont trop enlisés dans la matérialité et qui n'ont pas une compréhension multidimensionnelle du réel, une capacité à travailler avec l'énergie fondamentale du cosmos. Parce que tout est là. Un individu qui est branché à l'énergie du cosmos peut avoir accès à toute forme d'information qui réside dans le cosmos dans la perspective que la capacité d'interception psychique de cette dernière. Plus qu'une capacité de monter haut en vibration, puis plus qu'il peut intercepter. Mais pour monter en haut en vibration, pour avoir une capacité d'interception en proportion, un peu comme quelqu'un qui va se brancher à différents canaux, ben, si la personne n'est pas capable de s'élever psychiquement, momentanément, le temps d'intercepter l'information requise, si elle n'a pas cette capacité-là parce que son ego est pas capable de compter l'énergie suffisamment de l'esprit, puis l'esprit il descend pas en elle parce que ça va trop la déstabiliser, puis bon, ça va créer des chocs, puis elle sera plus fonctionnelle. Bon, mais l'esprit va juger que c'est pas pertinent qu'elle ait une fusion qui est davantage intégrée, qui lui permettrait d'être mise au niveau de l'esprit. Mais l'esprit, en tant que contrepartie cosmique de l'individu, il a accès à tout en tout temps. Le message fondamental, puis je vais conclure là-dessus, c'est n'ayez pas peur des nouvelles technologies. Puis qu'est-ce qu'on vous décrit sur Internet? Ne vivez pas ce que ça me dit à moi en particulier. Il y a peut-être d'autres personnes aussi si vous rentrez en résonance avec ça. Mais le message fondamental, là, ça sert à rien de réfléchir les technologies dans la perspective que ça va être utilisé contre l'être humain. Oui, il y a des forces qui veulent faire ça, mais oui, il y en a simultanément qui veulent empêcher ça. Et que l'être humain ne connaît pas à 100% l'avenir tant qu'il cherche à le réfléchir. Puis, tout bouge tout le temps. Donc, ce que ça me dit, perdez pas trop d'énergie à commenter l'introduction des nouvelles technologies. Constatez-le. Regardez les impacts que ça a sur votre vie. Ça, c'est intelligent. Regardez si vous avez à modifier ou non le rapport avec les nouvelles technologies que vous avez. Est-ce que les technologies sont trop accaparantes dans votre vie? Est-ce que les technologies nuisent à la qualité relationnelle que vous avez avec les gens de votre environnement? Est-ce que les technologies vous amènent à manquer de respect à l'égard de vos proches? Est-ce que les nouvelles technologies vous empêchent de vous choisir comme absolu et vous centrez votre attention sur l'intelligence artificielle et vous en faites un dieu? Ce qui ne serait pas très intelligent. Parce que si vous mettez la technologie sur un piédestal, eh bien à ce moment-là, vous êtes dans une attitude de soumission à son égard. C'est-à-dire la personne va demander à l'Internet, éventuellement, l'interface vocale va faire en sorte que des gens vont poser la question à l'ordinateur. Est-ce que je devrais faire un voyage à telle place ou telle place? Puis là, l'ordinateur peut répondre, un peu comme Spock dans Star Trek, eh bien, il y a 95% de probabilité qu'il y ait un ouragan si vous faites un voyage en Floride lors de la saison du mois de septembre au mois d'octobre. En tout cas, durant une certaine saison. Donc, s'il y a des fortes possibilités qu'il y ait des ouragans ou des tempêtes, donc à ce moment-là, la technologie peut recommander d'éviter de faire un voyage. Et si la personne laisse la technologie dicter sa vie et les couper de sa voix intérieure tout en étant de plus en plus branché 24 heures sur 24 sur la technologie, eh bien, elle va vivre un paradoxe particulier, celle d'une grande déconnexion d'elle-même pour une plus grande connexion par rapport à la technologie. Mais être connecté à une grande source de technologie, voire un grand interface d'intelligence artificielle qui met en relation et en réseau plusieurs automobiles, plusieurs individus qui font partie d'un système, eh bien, ça déconnecte l'individu du système divin ou du système primordial par rapport à la nature de l'univers sur le plan énergétique. Et le grand piège de la technologie, c'est de substituer à sa source réelle et que l'individu soit abreuvé continuellement à une source technologique extérieure à lui et qu'il soit déconnecté simultanément à une grande source de savoir qu'il a en lui et qui est là, mais qu'il ne voit pas parce que son regard est tourné vers l'ordinateur, la tablette, le téléphone intelligent et les communications qu'il va avoir de plus en plus avec des interfaces vocales.
Bref, la technologie a un grand potentiel de détourner l'être humain de lui-même. L'individu doit en prendre garde, mais en même temps ne pas dramatiser les menaces potentielles que représente la nouvelle technologie. Donc, autrement dit, ne pas vibrer émotivement par rapport à la technologie. L'individu doit avoir un mental froid, être capable de l'utiliser lorsque nécessaire, mais pas plus, pour ne pas en abuser, pour ne pas en être dépendant. Mais ça va venir avec la maturité. L'image qui me vient en tête, c'est que l'être humain est comme un enfant qui a accès à un ordinateur, puis là, c'est un nouveau jouet pour lui, puis il est tout excité, il a les émotions en montagne russe. Mais c'est au fil des décennies, c'est au fil des siècles que le rapport à la technologie va être beaucoup plus ajusté, dépolarisé émotivement, et éventuellement, le rapport va prendre fin lorsque l'individu aura réalisé son plein potentiel au niveau énergétique. Lorsque la personne sera dans sa conscience et qu'il aura la capacité de supporter la conscience, eh bien, il n'aura pas besoin d'avoir accès à des supports technologiques à l'extérieur de lui pour compenser son manque de conscience. Mais c'est pas l'individu qui peut avoir accès à une conscience intégrale, mais c'est l'individu qui peut. Et le déploiement de la conscience au sein de l'individu, c'est pas sous le contrôle de l'ego, ce qui veut dire que quelque part, si des gens utilisent la technologie, qu'ils ne peuvent pas faire autrement, étant donné qu'ils n'ont pas la stabilité psychique pour contenir l'intelligence de l'esprit, et dans une certaine mesure, c'est plus intelligent qu'aller chercher de l'information sur Internet qu'il n'y ait pas accès à l'information, compte tenu d'une défaillance dans leur capacité interne à se brancher à leurs propres ressources et de voir clair par rapport à elle. Si la personne a là une capacité psychique qui est voilée, qui est polarisée en relation avec du mémoriel qui la rattache à une certaine culture avec des éléments d'information qui font interférence au réel qu'elle porte en elle et qu'elle est soumise à du mémoriel, ben, il faut que la personne se libère de la soumission au mémoriel pour avoir accès au réel, mais la personne, si elle n'a pas la force psychique pour en venir à ce point, étant donné qu'elle est déconnectée de l'intelligence créative en elle, bien, elle n'aura pas accès au réel. Mais éventuellement, le travail de l'énergie va se faire et éventuellement, dans une longue échelle de temps, les supports technologiques vont être régulés par l'intelligence vibratoire, ce qui va faire que l'utilisation au fil des siècles va être de plus en plus ajustée de la technologie. Et puis éventuellement, les technologies qui étaient utiles aujourd'hui, un peu comme des logiciels qui étaient utiles hier, vont être déplacés et remplacés par des technologies de plus en plus subtiles. Donc, des logiciels aujourd'hui qu'on n'utilise plus alors qu'on les utilisait il y a 5 ans, et des logiciels qu'on utilisait il y a 5 ans qu'ils n'étaient pas encore utilisés il y a 20 ans. Donc, il y a des logiciels qui apparaissent et qui disparaissent et qui deviennent de plus en plus subtils. Même chose pour les technologies. Il y a des transitions. Essentiellement, l'époque actuelle est une époque de transition vers de l'intégration de technologies, mais la finalité, c'est pas que l'être humain ait accès à plein de gadgets, c'est que l'être humain devienne conscient. Temporairement, si les gadgets sont utiles, tant mieux, mais éventuellement, il sera tant mieux si l'être humain est capable de s'en départir et qu'il œuvre à partir de sa conscience, qu'il lui sera restitué progressivement au fil des siècles en relation avec sa capacité d'intégration. En ce sens que présentement, il y a une unité de restauration psychique qui œuvre au niveau subtil en relation avec les êtres humains sur la Terre pour les amener dans une conscience nouvelle, conscience qui va leur permettre de reprendre contact avec des capacités qu'ils avaient avant la période de l'involution. Donc, un rééquilibrage énergétique qui s'opère, et ce rééquilibrage énergétique va amener les êtres humains de plus en plus équilibrés dans leur rapport à la technologie, dans la mesure que leur ego ne fait pas interférence, ne retarde pas les éléments d'information qui leur sont infusés dans le mental qui visent un plus grand équilibre, une plus grande adéquation entre eux en tant qu'ego et eux en tant qu'esprit. Et lorsque l'unité sera faite,
eh bien, à ce moment-là, l'être humain sera dans la paix mentale, sera dans le savoir, sera dans l'intelligence et sera également dans l'amour. Bon, je vais compléter l'enregistrement et je vous dis à bientôt. Au revoir.